Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette nouvelle conférence du LLM d'Amapo, Droit des affaires, monde arabe et Proche-Orient. Nous vous remercions de votre présence à cette heure tardive, certes, une fois n'est pas coutume. Et j'aimerais d'ores et déjà m'excuser et faire part d'ailleurs des excuses de Jean Musiteli, qui ne pourra malheureusement pas être des nôtres ce soir, il est souffrant. Alors j'ai cru comprendre qu'il est rentré de voyage déjà malade. Il voulait venir malgré cela. Et au fil de la journée, son état s'aggravait un petit peu. Donc on va lui souhaiter prompt rétablissement. Mais nous avons l'honneur d'accueillir Fulvio Caccia. Et c'est d'ailleurs l'homme central de cette conférence. puisque c'est l'auteur du livre qui fera l'objet de notre discussion ce soir. Je vais le présenter. Qu'il présentera donc la diversité culturelle vers l'état culture. Alors, vous l'avez compris, ce soir, il est question de parler de la diversité culturelle. Et alors, c'est une question qui recoupe énormément de questions. Parce que quand on parle de diversité culturelle, en réalité, de quoi parle-t-on ? On peut imaginer de prime abord que la diversité culturelle, comme on l'entend dans les médias, ce serait plutôt les origines de chacun, et notamment les origines ethniques. Donc quand on parle de diversité, généralement, on entend l'expression des gens issus de la diversité. Alors, est-ce que c'est cela la diversité culturelle ? Est-ce que nous allons ce soir exclusivement parler des gens issus de la diversité ? Ce sera justement tout l'objet de notre propos, parce que la définition même de la diversité culturelle participe à la réflexion qu'il doit y avoir sur la diversité culturelle. Par ailleurs, la diversité culturelle est une notion dont on n'imagine pas la centralité et l'importance, à tel point qu'elle a fait l'objet d'une convention internationale, la Convention internationale sur la diversité culturelle de l'UNESCO, dont d'ailleurs Jean Musiteli a été le principal rédacteur, mais dont Fulvio pourra aussi nous parler un petit peu, et qui recoupe donc évidemment des aspects juridiques sur la diversité culturelle, et notamment sur ses enjeux, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, voire même sociétaux, et la façon de conjuguer ces enjeux avec les impératifs et les intérêts de chacun des États, c'est tout l'objet de la Convention. Généralement, la diversité culturelle est analysée par le simple prisme de la culture et des politiques culturelles. Et la qualité du livre de Fulvio Caccia, c'est justement qu'elle aborde des questions bien plus générales, que Fulvio va d'ailleurs pouvoir nous expliquer, et qui recoupe des domaines qui sont absolument transversaux, tant ils touchent à la culture, notamment l'art, tel qu'on peut le trouver dans la littérature ou dans la peinture, etc., mais également dans, par exemple, ces aspects commerciaux. Alors vous le savez, le LLM qui organise cette conférence est un LLM de droit des affaires, spécialisé dans le monde arabe et le Proche-Orient, ou devrais-je dire dans les mondes arabes et le Proche-Orient, puisqu'on s'appelle LLM mondes arabes en réalité. Et la dénomination même du LLM porte une question centrale dans le débat du jour, parce que pourquoi les mondes arabes et pas le monde arabe ? C'est justement parce qu'il y a cette diversité culturelle au sein même du monde arabe, et d'une personne à l'autre, d'un intervenant à un autre, même de spécialistes entre spécialistes, personne n'est d'accord pour définir ce qu'est le monde arabe. Et personne n'est d'accord pour définir ce qu'est le monde arabe parce qu'il y a justement multitude d'acceptions de la notion de mondes arabes. Est-ce que le monde arabe, c'est seulement les Arabes, à savoir ceux qu'il y avait en Arabie et qui se sont ensuite déportés un petit peu partout ? Est-ce que ça comprend aussi les Perses ? Quid des Turcs ? Est-ce que c'est un mot générique pour regrouper tout le monde ? Et surtout aussi la question du Maghreb. Les Maghrébins sont-ils des Arabes ? Éternelle question. Peut-être à laquelle on ne répondra pas ce soir, mais à laquelle en tout cas on pourra donner des éléments de réflexion grâce à la notion de diversité culturelle. Avant peut-être de développer un petit peu plus le propos, je vais laisser la parole à Fulvio Caccia qui va nous parler
de son livre et nous présenter rapidement son livre. Bien, merci Faisal. Je tiens donc d'abord à remercier le master LLM de m'accorder la possibilité d'échanger avec vous. J'y attache une grande importance parce que dans le projet de la diversité culturelle, il y a l'idée de transmission, et notamment transmission à l'égard aussi de la jeunesse que vous représentez pour l'essentiel, mais aussi à travers sa forme populaire. C'est là, disons, une ambition que je chéris et que je porte aussi à travers ce livre, c'est de lier culture savante et culture populaire. Et on assiste en effet depuis quelques années à un décrochage à cet égard, aux grandes dames de nos sociétés aujourd'hui. La diversité culturelle telle qu'elle a été annoncée pour des raisons strictement commerciales, il faut le savoir, parce que je ferai un petit peu laïus à cette présentation à cet égard, peut nous permettre, nous, sociétés modernes, contemporaines, mais pas que, toutes les sociétés y sont concernées, de renouer avec à la fois nos origines, mais aussi avec notre modernité. Alors, d'abord, peut-être dans un premier temps, je vais vous expliquer comment moi-même, personnellement, j'y ai été conduit. Alors, mon nom d'ailleurs, est d'origine italienne. J'ai vécu, par mon parcours de vie, je me suis retrouvé dans au moins 2 pays. Je suis né en Italie, j'ai vécu au Canada, qui est aussi un des promoteurs de cette convention de la diversité culturelle. Et enfin, je suis devenu français. Donc déjà, par mon parcours, j'étais déjà sensibilisé à cette question. Et dans une autre vie, donc j'ai quelques années de plus que la plupart de vous, je me suis confronté à cette question et avec des amis, nous avions fondé une revue transculturelle pour justement, déjà il y a 35 ans, voir, étudier de façon à la fois subjective et objective les transformations qu'induisait l'immigration. Et on voyait déjà poindre ce qu'on va appeler la mondialisation, parce que tout se joue dans ces années 80. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans ces années 80? Tout simplement, c'est que il y a le décrochage des grandes sociétés multinationales qui vont devenir de plus en plus importantes et au tout début des années 90 va se créer l'Organisation mondiale du commerce. C'est l'Organisation mondiale du commerce en 92, sauf erreur, qui va actualiser l'émergence de cette notion de diversité culturelle qui est un mot générique. Diversité culturelle, ça veut strictement rien dire, c'est une notion qui est générale et qui devient une notion à partir de ces années-là parce qu'elle va être utilisée notamment par la diplomatie française pour défendre la culture. Et à partir des années 90, les pays vont se rendre compte, pas seulement les pays, mais disons les opérateurs, disons des échanges internationaux vont se rendre compte que les services ont suppléé, sont devenus plus importants que les objets manufacturés. Ce bascule va se faire dans les années 80-90. Il faut savoir que quand on va créer les grandes institutions internationales qui gèrent un peu les relations, il y aura bien sûr à partir des accords de Bretton Woods en 1945, après la guerre, la mise en place d'une architecture qui nous gouverne encore aujourd'hui. Vous avez dans vos cours étudié la fondation du FMI qui en découle et aussi la Banque mondiale. Alors, le dernier étage de ces institutions, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est
à cause d'elle que va se développer cette notion. Alors comment elle va se développer? C'est qu'elle va vouloir assujettir les objets culturels, les productions culturelles aux grands flux commerciaux. Et la France va dire non, la culture n'est pas une marchandise. Et la diplomatie française va être très active à cet égard. Et Jean Musitelli en est un des principaux acteurs. Et donc, elle va promouvoir l'exception culturelle à cet égard, pour résister notamment aux industries culturelles impulsées, promues par les États-Unis, qui ne reconnaissent pas à la culture un statut. C'est du divertissement, de l'entertainment. Le cinéma notamment, les disques, les DVD, participent du divertissement. La dimension culturelle n'est pas reconnue. En France et en Europe en général, la culture a une reconnaissance de facto par le droit. Alors, à ce propos, justement, Fulvio, oui. Vous posez le point sur une question extrêmement intéressante, en ce qu'elle met en lumière une certaine contradiction. À mon sens, peut-être, contradiction, du moins contradiction a priori, de prime abord. Lorsqu'on pense à la mondialisation, on pourrait se dire justement que l'internationalisation des échanges et l'effacement des frontières pourrait mener justement à faciliter cette diversité culturelle, de sorte que l'échange culturel est beaucoup plus facile. Oui. Et il est assez étrange de remarquer, ou du moins ça doit nous questionner, que une des conséquences de la mondialisation, justement, c'est l'uniformisation de la culture. Exactement. Et c'est un des paradoxes. Vous avez raison de le souligner, cher Faisal. C'est un des paradoxes, mais il faut comprendre de notre monde. L'événement de la numérisation, le développement, la financiarisation de l'économie qui va survenir à partir de ces années-là. Mais rappelez-vous, à ce moment-là, les chefs d'État comme Mme Thatcher, le président Ronald Reagan, vont développer à la suite de l'école de Chicago une approche monétariste qui va changer la donne au niveau de l'économie mondiale. Donc ça va être, pour faire simple, je ne suis pas un économiste, pour faire simple, va déplacer, si vous voulez, l'axe, disons, toute l'approche économique vers la monnaie, une valeur, une industrie ou bien une entreprise. Elle va être évaluée à sa valeur d'échange. Si je renvoie maintenant à des notions que Karl Marx, dès le 19e siècle, avait exploré, la valeur d'échange et la valeur d'usage. Le problème du capitalisme avancé, c'est notre problème, c'est pas un problème pour lui, mais c'est un problème pour nous, c'est que la valeur d'échange va devenir la référence absolue. Je vais vous donner un exemple. Faisal, vous êtes assis sur une chaise. Si du jour au lendemain, je vous dis que cette chaise vaut 10 millions d'euros, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez immédiatement et vous prenez cette chaise et vous la mettez à la banque. Et c'est la banque qui va usufruire de sa valeur d'usage, entre guillemets, qui n'est plus. Et vous restez debout. C'est, pour caricaturer, la logique qui est induite par l'ultralibéralisme qui procède de ces années Thatcher, des années Reagan, qui ont accentué et validé les thèses de Friedman, c'est ce qui a eu le prix Nobel à ce moment-là, de l'école de Chicago, l'école monétariste. Bon. Et voilà, donc dans cette logique, la production culturelle était assujettie aux mêmes critères
sa valeur d'échange. Du coup, qu'est-ce que ça produit? Ça disqualifie d'entrée de jeu toutes les projets, toutes les créations qui sont en train de créer de la valeur et qui n'ont pas sur le marché une valeur d'échange. On va s'intéresser au blockbuster plutôt qu'aux films d'auteur. Donc, ça pose un problème. Donc, pour lutter contre cela, la diplomatie française, associée avec la diplomatie canadienne, vont promouvoir cette idée de diversité, cette notion de diversité culturelle pour défendre les cultures nationales. Et ça va être repris au cours du sommet de Seattle, 99, qui va être un échec parce que les thèses, disons, monétaristes, défendues notamment par les opérateurs américains, comme la Motion Picture Association, d'autres opérateurs qui souhaitaient développer, disons, assujettir les marchandises culturelles, entre guillemets. Il y a une valeur, un livre a une valeur de marchande, bien sûr, mais il y a aussi une valeur spirituelle, une valeur culturelle, une valeur qui est intangible, qui est une vision du monde. Bon. Donc, si je poursuis bien mon développement, vous me suivez? Bon, l'Europe notamment et plus de 140 pays vont finalement signer cette convention de droit international, mais en 2005, donc plus de 10 ans. Les États-Unis avaient signé le protocole en 2001, mais il venait d'avoir l'effondrement des Twin Towers. Donc, et ensuite, ils se sont rétractés. Et plus de 140 pays, donc, vont signer cet accord qui a pour objet, qui n'est pas coercitif, mais qui a pour objet, dans les transactions multilatérales ou bilatérales, le commerce de pays à pays, donc, d'introduire cette dimension culturelle pour faire en sorte que dans ces échanges, les cultures nationales de chaque pays ne soient pas impactées, ne soient pas impactées ou diminuées, minorées. C'est très important. Donc, ça, c'est une initiative française qui a été portée donc par notre pays et qui a fait boule de neige. Maintenant, les résultats. Vous allez me poser les questions. Est-ce que ça donne des résultats? On est loin du compte, mais quand même, les choses progressent. Elle n'est pas coercitive, cette loi, cette convention. Ce n'est pas une convention qui oblige les États à en tenir compte. Néanmoins, ça oblige les opérateurs, ceux qui sont des négociateurs. Tous les jours, il y a des négociations au niveau international pour décréter. Bon, les dernières en date, ça fait débat, c'est justement avec le Canada et aussi avec les États-Unis. Bon, ça oblige les négociateurs à en tenir compte. Bon, et c'est un travail de longue haleine. Voilà, pour faire bref. Alors, la notion donc de diversité culturelle est d'abord née dans un contexte de commerce international et qui a pour objet de défendre les cultures nationales. Quand ils vont rentrer cette notion qui est comme une espèce de météore dans l'orbite de l'espace, dans l'espace national, elle va changer de nature, elle va perdre son épithète culturelle pour devenir diversité. Et ça se passe au tournant de l'an 2000, avec des politiques d'intégration qui se sont développées à partir de ces années-là. C'est très bien justement que vous parliez des politiques d'intégration, parce que la diversité culturelle, oui, en tout cas dans sa définition, pose la question de savoir s'il s'agit finalement d'une notion qui permette de penser un universel commun, oui, ou si alors
elle risque plutôt de conduire à cultiver un certain différentialisme. Et à travers justement ce que vous êtes en train de nous expliquer, à savoir la mondialisation qui promeut justement cet universalisme, ne serait-ce que des échanges, mais qui aboutit quand même à une certaine culture du différentialisme à travers la protection des cultures locales. Et malgré ça, le commerce se développe parce qu'il doit se développer, parce qu'il y a cette mondialisation justement et l'effacement des frontières. Et dans le cadre justement du LLM, droit des affaires, monde arabe et Proche-Orient, on est très intéressé par cette question des échanges commerciaux et de comment est-ce que, déjà d'un point de vue juridique, parce que c'est notre rôle en tant que juriste, comment est-ce qu'on peut pérenniser ces échanges de sorte à ce qu'ils soient faits de façon complètement certaine et avec toute la sécurité, y compris juridique, qu'il faut. Mais on est obligé de réfléchir de façon beaucoup plus large à la façon dont ce commerce-là peut se développer. Et c'est une question sociétale finalement, sur l'intégration. Oui, alors là-dessus, je souligne effectivement que l'expression diversité culturelle est une contradiction dans les termes. C'est en termes rhétoriques un oxymore. Vous savez tous ce que c'est un oxymore. C'est le soleil noir, par exemple, du fameux poète. Les poètes, les écrivains l'utilisent beaucoup. C'est à la fois une revendication, parce qu'il faut partir des termes, des mots. Les mots sont importants, ils ont une charge énergétique forte, je dirais. Il y a à la fois elle reflète, cette expression reflète la condition de l'homme et de la femme, bien évidemment. La condition humaine. La condition de l'homme moderne, dirait Hannah Arendt. Elle est à la fois, elle embrasse à la fois le désir de se différencier, et donc ça renvoie à la liberté, à la distinction que nous avons tous. Nous voulons être différents des autres. Donc c'est une approche davantage existentielle et philosophique, dis-je, métaphysique. Être différent, comment être différent, comment être soi, et à la fois notre désir d'être reconnu, égal aux autres. Et ça participe du droit. Le problème de nos sociétés contemporaines, et ça remonte à la Révolution française d'une certaine façon, c'est que la diversité culturelle qui a conduit l'Europe, notamment avec beaucoup de pays, à devenir des États, a été lue simplement avec les lunettes du droit. En déclarant en 1789 la Déclaration des droits de l'homme, qui procède de cette diversité culturelle, on l'a un peu effacé d'une certaine façon. C'est l'effet le point aveugle. J'insiste là-dessus parce que on peut dès lors mieux comprendre que le droit procède de la diversité culturelle et pas l'inverse. Et ça nous permet de mieux en saisir les enjeux. Et pour poursuivre cet aspect-là, il faut s'approprier de la culture et de cette tradition humaniste qui est la véritable mondialisation. L'humanisme de la Renaissance, mais qui remonte aussi à ses racines encore plus loin, en tout cas en ce qui concerne l'Europe. Mais il y a un humanisme du Moyen-Orient. Je pense au grand philosophe Al-Farabi, toute cette pensée du Xe au XIIe siècle qui a accompagné la montée en puissance des Almohades qui étaient à la fois militaires mais aussi commerciales, a été repris par les écrivains et intellectuels du Moyen-Âge,
des Européens, et notamment Dante, qui a, au XIIIe siècle, XIVe siècle, a repris une notion qui était portée par ces philosophes du Xe et XIIe siècle, qui dominaient la pensée et la culture de la Méditerranée, pour construire à leur tour une culture différente, qui va amener progressivement la création d'une nation et d'un État. Cette conscience de cette diversité culturelle dont un grand écrivain tchèque qui s'appelle Milan Kundera disait quelle était la grande valeur de l'Europe. La diversité culturelle, dans son essai qui s'intitule Le Rideau, il dit c'est la grande valeur de l'Europe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est justement ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la chance de ressaisir cette diversité culturelle fondatrice de nos cultures pour l'utiliser au mieux dans nos activités, y compris le droit, bien sûr, et les échanges commerciaux. Alors, je me fais l'apôtre de cet humanisme mondialisé qui existait déjà, qu'il faut réintroduire dans nos cultures nationales pour les désencarcaner, si vous voulez, et retrouver justement les valeurs d'hospitalité qui sont à l'origine de la condition humaine. Alors évidemment, vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le monde du commerce? Mais le monde du commerce, c'est des relations humaines. Et donc, mieux on connaît l'autre, mieux on peut développer des échanges pérennes et solides. On comprend les enjeux économiques de la diversité culturelle. Il y a aussi certainement des enjeux politiques à cette diversité culturelle. Et notamment, j'aimerais orienter un petit peu votre réponse sur des questions vraiment d'actualité. Vous avez parlé d'humanisme dans justement la diversité culturelle. Et par humanisme, l'essence même de ce mot, c'est l'universalité de ces valeurs humanistes. C'est-à-dire, où qu'on soit, il y a justement ces valeurs humanistes qui doivent être défendues par la diversité culturelle. C'est un enjeu éminemment politique, puisque, y compris en France, nous avons des politiques et des diplomaties, des politiques étrangères et des diplomaties qui justement visent à défendre cette universalité de valeurs à travers le monde, que ce soit par du soft power ou que ce soit par du hard power, malheureusement, comme ça peut se produire. Et ça pose évidemment justement la question de cette opposition qu'il y a entre d'un côté la diversité culturelle qui doit être comprise dans sa multitude et de l'autre côté l'universalité des valeurs humanistes telles qu'elles sont défendues. Si je peux transporter, si vous voulez, au niveau des échanges internationaux et des relations internationales, eh bien, nous aboutissons effectivement à la nécessité de repenser ce qui est le cadre qui nous gouverne et tout chacun, c'est l'État-nation. Alors, l'État-nation est le cadre juridique, administratif, social, culturel, linguistique, qui encadre les liens que nous avons entre nous. La Déclaration des droits de l'homme est tout de suite associée avec la citoyenneté, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne peuvent pas être conçus. Alors, est-ce que c'est à l'extérieur du cadre de l'État-nation?
Le problème aujourd'hui, enfin la question que nous devons débattre aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas de nier l'État-nation, parce qu'on voit le contexte très fragile dans lequel nous sommes, où justement on a tendance à vouloir revenir à des nationalismes forts, avec des extrémismes qui sont plus que menaçants aujourd'hui. Il est absolument nécessaire de repenser et d'actualiser une nouvelle forme d'attachement à la nation qui ne doit être plus liée au territoire proprement parlé, mais qui doit intégrer la dimension culturelle. Il y a une longue tradition en France de cette approche culturelle. Déjà, François Ier disait, ou on le faisait dire, tous ceux qui ont du génie sont français. Je ne sais pas si vous l'avez entendu cette expression, mais François Ier, qui a aussi, par son ordonnance de Villers-Cotterêts, imposé, mais subtilement, le français comme langue du droit. C'est parce que s'il devient la langue du droit, qu'elle va devenir langue de la cité, et 10 ans plus tard, grâce à Joachim du Bellay, la langue de la littérature. La langue du droit et la langue de la culture sont cul et chemise, fonctionnent ensemble. Et donc, elles ont tendance aussi à, lorsqu'elles se rencontrent, se marient, à marginaliser, je fais une incise là par rapport à la question de le rapport à la langue, à marginaliser les langues maternelles, ainsi que la langue sacrée, d'une certaine façon, les langues sacrées. Alors, je vais me faire référence ici aux travaux d'un linguiste français qui a étudié, mais qui a enseigné ici à cette université, dont le nom m'échappe, mais que je vous renvoie à son livre, Le modèle tétralinguistique, qui a été un livre de référence pour moi. Je vous dirai le nom plus tard. Donc, le modèle tétralinguistique. Alors, la diversité linguistique, elle fonctionne aussi comme un système d'échange. C'est comme de l'argent sacré. La diversité linguistique, elle nourrit. En fait, on revient là je parle, disons, de la mécanique. Là, vous comprendrez la mécanique interne, comment on crée de la diversité, comment on crée de l'unité, parce qu'il faut à la fois les deux. Il faut qu'on se comprenne entre nous. Là, je parle le français, parce que justement, François Ier l'a imposé comme langue du droit, sinon on ne se comprendrait pas. Ce processus-là crée aussi un marché, évidemment. Si on parle la même langue, on peut se comprendre, donc on peut faire des échanges. Tout ça est lié. Et cette relation complexe, multiforme, est la base de la culture, la base de la relation, à la fois humaine, à tous les niveaux. Donc, vous voyez bien que le commerce, pour ce faire, est un adjuvant formidable de l'humanisme et de la culture, bien compris, bien sûr. C'est pas un hasard si par exemple la Renaissance est née en Toscane, puisqu'il y avait des banquiers, et se trouvaient là. Les Médicis, c'était des banquiers. Donc, il y a cette proximité qu'il ne faut pas négliger, sauf qu'il faut redonner aux échanges leur véritable valeur, au sens plein du terme. Non pas une valeur uniquement d'échange, une valeur d'usage aussi. La valeur d'usage, c'est la relation, quelque part. Bon, Justement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Peut-être pas. Mais la mutation de l'état culture, elle doit être accompagnée par
par des gens comme vous. Vous êtes aussi les opérateurs de ce changement, qui ne procède pas du droit stricto sensu, mais qui procède de la manière dont on s'accapare, on s'approprie sa propre culture, ses propres origines, au sens originel et original du terme. Vous m'offrez une formidable transition, justement, parce que la question de la diversité culturelle de notre quotidien, et notamment dans la participation aux échanges, doit être organisée. Oui. La convention de l'UNESCO, justement, l'organise, oui. Vous en avez parlé, avec des effets parfois qui ne sont pas encore les effets escomptés. Mais du coup, pour vous, Fulvio Caccia, qui avait étudié la question d'une façon extrêmement transversale, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, de façon extrêmement pratique, pour qu'on puisse appliquer les principes de cette diversité culturelle-là de façon à commercer déjà de façon respectueuse de ces cultures-là, mais aussi de façon performante, parce que lorsqu'un commerçant veut commercer, il recherche d'abord une rentabilité, je veux dire de façon très pratique. Oui. Comment est-ce qu'on met en œuvre toutes les mesures relatives à la diversité culturelle pour faire fonctionner la société dans l'intérêt des gens? Eh bien, c'est une vaste question. Je n'ai pas la prétention de vous dire des solutions. C'est à tout un chacun de le faire d'une certaine façon, mais je pense qu'en développant une politique du goût, c'est une bonne initiative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une politique du goût? C'est de faire prendre... Et là, il y a des dispositifs qui sont pris par les États. Je pense à la loi NOTRe qui introduit la notion de droit culturel dans la refonte des régions. Alors, cette politique du goût, elle participe d'une meilleure éducation savante, vous y participez, mais aussi éducation populaire. J'en parlais au tout début. Alors, comment faire le raccord? C'est que, finalement, il se passe le dédoublement. C'est très simple, en fait. Qu'il faut pouvoir corriger, c'est-à-dire que l'éducation savante, ce n'est que l'éducation populaire transformée. Quand Dante, en 1303, invente la langue écrite italienne, il le fait par un acte d'amour. Il dit, eh bien, il l'écrit en latin, il dit, mais en fait, il y a la langue écrite qui est la langue savante, qui est le grec et le latin, qui est la grammaire, il le dit dans son art poétique. Et il y a la langue d'amour, la langue vernaculaire, pour lui, la langue que boit l'enfant avec le lait maternel. Et il se pose la question déjà à l'époque en disant, mais pourquoi diable cette langue qui est la plus proche, qui est partagée par tous, qui est un universel, ne deviendrait-elle pas la langue de la poésie? Chercher la langue de la poésie, la langue de l'amour d'une certaine façon. C'est ça qui la motivation du poète Dante Alighieri, et qui est aussi la motivation de tous les fondateurs de littérature et de culture, qui vont ensuite induire un marché. Vous comprenez? Et cette motivation-là va se traduire par la Divine Comédie, qui est la langue vernaculaire. C'est-à-dire qu'il va élever la langue populaire au niveau des langues de la culture d'alors, qui ont été longtemps le grec et le latin. Ce travail d'élévation, elle est possible pour tout un chacun. Sauf il y a une conscientisation qui doit être faite. Il faut être conscient qu'on est des acteurs de notre propre culture et notre propre
politique du goût, j'allais dire. Et alors, il n'y a pas de solution miracle. Il faut essayer que les États investissent massivement sur l'éducation, mais dans une éducation qui soit une mise en relation. Et ça change tout. Si on a une culture, et c'est Edgar Morin, ou un savoir qui est saucissonné en discipline, on ne voit pas de relation entre... C'est un peu en secteur, et chacun se fait compétitionne avec l'autre, ben on perd cette notion de relation, mais tout est relié, évidemment. Et bon, je crois que c'est du bon sens. Qu'est-ce que vous en... Enfin, oui, absolument. Alors, enfin, déjà, une dernière question, peut-être. Oui, non, mais après ça, j'aimerais vous entendre, parce que vous êtes sage, et vous en pensez pas moins, j'espère. Justement, on avait prévu à la fin de cet échange de questionner l'auditoire, mais enfin, une toute dernière question sur une critique qui peut être apportée justement à cette idée d'État-culture. Oui. Vous défendez dans cet essai l'idée de la diversité culturelle qui doit mener vers un État-culture. Oui. Mais alors, est-ce que cet objectif qui, vous l'avez expliqué, est parfaitement fondé, doit rester dans la sphère de l'utopie, ou est-ce que, concrètement, il y a des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour passer d'un État territorial à un État-culture, mais d'une façon extrêmement complexe, c'est-à-dire que les États tels qu'ils existent aujourd'hui acceptent de lâcher un petit peu de leur souveraineté et de lâcher des définitions telles qu'elles existent aujourd'hui pour aller vers l'État-culture, ou est-ce que ça doit rester vers l'utopie? Écoutez, il y a une belle utopie qui s'appelle l'Union européenne et qui existe déjà. La logique de notre condition humaine nous porte naturellement, j'allais dire, vers cet État-culture. Et il faut donner à cette belle utopie les moyens de s'affirmer, c'est-à-dire redonner au peuple sa souveraineté fondatrice. De plus en plus, on se rend compte que nous avons, même si nous sommes différents, nous parlons des langues différentes, une commune condition. La mondialisation nous en fait prendre conscience, et vous, votre génération, plus que jamais. Les voyages sont plus faciles, on se déplace beaucoup plus avec Internet, le téléphone, on téléphone aux quatre coins de la planète. C'est incroyable. Moi, je rêvais à ça, et c'est arrivé, boum, plus vite que je ne le pensais. Alors, et puis les enjeux se situent au niveau planétaire. L'écologie est un enjeu, le manque d'eau, la surpopulation. Donc, il faut impérativement accompagner cette mutation, et votre génération y est fortement invitée. En tout cas, c'est le relais, c'est le souhait que je formule ici. Donc, il faut peu de choses, finalement. C'est vraiment peu de choses. Mais il faut le faire dans l'ordre. Par exemple, donner au peuple européen, par exemple dans le cadre de l'Union européenne, la souveraineté qu'il mérite. Et, par exemple, donner plus de moyens, plus de représentativité à l'Assemblée disons, européenne, l'Assemblée législative là, à Strasbourg, et faire en sorte que ce ne soit pas les chefs d'État. Le problème de l'Europe, c'est que c'est les chefs d'État des États-nations qui vont décider de l'orientation de l'Union européenne. C'est complètement, on marche à l'envers, on marche sur les pieds, on ne marche pas sur les pieds, mais sur la tête. Comment voulez-vous que les chefs d'État des États-nations coupent la branche sur laquelle ils sont assis? Jamais de la vie. Donc, il faut restituer la souveraineté au peuple,
et donc, changer ce mode de fonctionnement, il s'agit de peu de choses, c'est des réglages finalement. Mais il faut avoir le courage de le faire. En 1789, le 4 août, si ma mémoire est bonne, il y a eu, les nobles ont refusé leur privilège. Eh bien, les États doivent faire la même chose, d'une certaine façon. Alors, évidemment, avec le contexte politique actuel, ça ne va pas dans ce sens-là, mais les choses changent. La façon dont les citoyens, vous tous, nous, peuvent se saisir de ces questions et la vivent, peuvent faire beaucoup. Vous posez le débat d'une façon extrêmement intéressante et ça va justement permettre à l'auditoire de réagir, parce que toute la réflexion que vous avez dans votre livre et que je ne peux que recommander évidemment parce que c'est une réflexion sur l'organisation même que l'on peut aborder dans le cadre d'un État au travers de la diversité culturelle, livre d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent, qui est à la disposition ici des personnes présentes pour que vous puissiez le feuilleter et éventuellement le commander puisqu'il y a des bons de commande. Vous posez là dans votre propos cette réflexion d'une façon extrêmement intéressante puisque justement la diversité culturelle se situe entre cette volonté parfois utopique mais réaliste de rétablir les choses, d'établir une situation justement dans cette diversité culturelle et en même temps dans les extrêmes contre lesquels elle doit se prémunir, des extrêmes qu'on connaît aujourd'hui, de fanatisme religieux qui parfois aussi peuvent se revendiquer de cette diversité culturelle pour leurs actions. Et ça me permet de faire rebondir l'auditoire sur les éventuelles questions que vous pouvez avoir à formuler à Fulvio Caccia, justement relativement à ces enjeux-là de la diversité culturelle et à la façon qu'on doit trouver de mettre en jeu cette diversité culturelle avec le juste milieu que cela suppose. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des remarques, des propositions de débat? La parole est à vous. Oui. Bonsoir, bonjour. Je voulais savoir comment vous envisagiez la mise en place d'une assemblée législative à Strasbourg par le peuple. Eh bien, par l'avènement d'un parti transnational. Il y en a. Moi-même, j'ai milité dans un mouvement qui s'inscrivait dans cette logique-là. Il est impératif que se développent des partis transnationaux qui puissent défendre une vision, une conception unifiée, justement, je dirais, unifiée mais aussi diverse de l'Europe. Je pense que l'ancien ministre de l'économie grec a cette intention et je suis cette initiative avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Et voilà. Aussi par des initiatives aussi simples, par exemple, qui serait de tenir, par exemple, des référendums. C'est l'erreur du référendum sur la Constitution européenne, c'est que ces référendums ont été tenus à des dates, ont été décidés par les États, nations, à des dates différentes. S'ils avaient été tenus, je donne cet exemple, un jour unique pour toute l'Europe, ça aurait changé la donne. L'enjeu n'aurait pas été national, mais véritablement européen. C'est des petits détails comme ça. Oui. Cette question-là, en tous les cas, je peux peut-être donner une petite information, c'est qu'il existe quand même le Forum civique européen qui tente des regroupements, une prise en considération de la société civile et pas seulement des politiques. Donc c'est très compliqué, mais en fait, vous pouvez toujours aller sur le site. Je crois qu'il y a un site qui existe sur le Forum civique européen.
Voilà, c'est une petite information, mais en tous les cas, il y a une tentative de faire émerger une parole citoyenne à l'échelle européenne. Voilà. Il y a des gens qui y travaillent en tous les cas. J'en profite pour saluer Mme Tassin-Carrick, qui est présidente de la Ligue d'enseignement de la Seine-Saint-Denis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions sur la diversité culturelle? Oui. Est-ce que vous pensez que vu les clivages politiques et le repositionnement entre, par exemple, l'ouverture proposée par Macron sur la diversité culturelle et l'extrême d'en face avec Marine Le Pen, je veux savoir si pour vous ça avait forcément un lien avec justement cette diversité culturelle-là ou pas? Enfin, le repositionnement politique. Le positionnement, mais c'est parce que ce qui s'est passé, en tout cas pour l'Europe, a été un des enjeux majeurs des élections présidentielles récentes. Je me permets de te coûter justement pour prolonger la question, Oui. parce que ça donne résonance aussi à ce qui se passe en Italie, à ce qui vient de se passer en Italie sur les élections italiennes, qui sont de toute façon l'expression de la volonté du peuple, mais justement ça permet de réfléchir là-dessus. Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Europe, le débat, c'était sur l'Europe, mais l'Europe, c'est la diversité culturelle. C'est pas moi qui le dis, ça a toujours été la puissance, l'émergence de l'Europe au XVIe siècle est liée à cette diversité culturelle qui le propulse par rapport aux autres continents. Avant l'Europe, c'était un village, c'était un ensemble de villages. Le Moyen-Orient était beaucoup plus avancé, tout niveau technologique, commercial, culturel, intellectuel. Le dinar était le pivot, était le dollar de tout le bassin méditerranéen. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que effectivement les cultures arabo-musulmanes, si vous voulez, ont été préemptées. En tout cas, ça c'est ma hypothèse qu'il faudrait explorer, par des écoles coraniques qui vont mettre, mais ça il faudrait le développer, sur la langue. La langue, c'est un système d'échange. Alors qu'à l'inverse, en Europe, qu'est-ce qu'on voit? On voit émerger du latin, qui est devenu la langue sacrée, la langue du christianisme. Ils vont émerger, ils vont se détacher peu à peu, à partir du XIIe, XIIIe siècle, de façon tout à fait inverse, symétriquement inverse, des langues vernaculaires qui vont devenir le fondement des nations et des États-nations et des marchés qui leur sont afférents. Cette diversité culturelle, elle est constitutive de tout un chacun, de toutes les cultures. Le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est que face à l'émergence de ces États-cultures que devrait être l'Europe, il y a eu les chefs, les politiques n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'une certaine façon. Il y a le Brexit, l'avènement, ce qui se passe en Catalogne, en Italie, c'est un déficit d'Europe. C'est pas au lieu d'un trop-plein. Il y a eu alors quand il y a un manque, quand les gens ne jouent pas le jeu d'une certaine façon, les leaders politiques manquent de courage. Et c'est pas parce qu'ils manquent de courage aussi, c'est parce qu'ils sont prisonniers d'une certaine façon des logiques internes à l'État-nation. Le problème numéro un d'un chef d'État aujourd'hui, c'est de se faire élire à la prochaine élection. Donc, point, ça règle le problème. Vous comprenez tout à partir de ce moment-là. Il faut changer de niveau, comme l'a fait l'État-nation du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Tant si longtemps qu'on n'a pas compris ça, mais on va tourner en rond, on va avoir des conflits, il va y avoir des guerres. Bon, j'espère pas, mais qu'est-ce qu'on observe par rapport à ça? C'est l'émergence des empires. L'empire russe, l'empire turc, avec Erdogan, la Chine.
les États-Unis, ils sont envoyés aussi à cette tentation qu'ils ont toujours, mais c'est bon. Comment? Parce que bon, la nécessité de passer à l'état culture est une priorité, je dirais, absolue. Est-ce que je réponds à votre question? Bon. Monsieur. Par rapport à la diversité culturelle et la culture, j'avais une question par rapport à l'état culturel et la diversité culturelle. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on assiste à une certaine vulgarisation culturelle et à une certaine décadence culturelle. Oui. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par rapport au support de transmission de la culture, par exemple, oui. Au goût de tout à chacun, enfin, c'est un avis personnel. Ah oui, oui. Et du coup, ce que je voulais vous demander, c'est que j'ai perdu le fil de ma question. Est-ce que par rapport à cet état détérioré de la culture, oui. Est-ce que cette idée d'état culturel n'ira pas sur des bases en fait assez détériorées et ne créera pas forcément l'effet escompté par la majorité des personnes? Oui, alors, pour moi, je fais la distinction parce que quand vous évoquez l'état culturel, je pense à un ouvrage qui a été écrit il y a une vingtaine d'années qui dénonçait justement les dérives de l'état culturel. D'ailleurs, c'est un académicien qui l'avait écrit, si ma mémoire est bonne. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de donner aux éparateur culturels, aux artistes, tout pouvoir. Hein? D'ailleurs, les Grecs, déjà, s'en méfiaient. Ils se méfiaient des artistes. Hein? Ils adoraient l'art, mais ils se méfiaient des artistes. Parce qu'ils disaient, ils ont des intérêts à défendre. Hein? Ils ont des intérêts à défendre. Donc, la politique pour les Grecs, idéalement, c'était le lieu justement du désintéressement. C'est le lieu de l'intérêt général aujourd'hui. Faut pas, moi, je suis un optimiste pessimiste, mais je pense que malgré tout, il y a dans chacun de nous un désir de mieux se comprendre, de mieux s'affirmer, et que c'est ça le moteur. Qu'il y ait des dérives, qu'on puisse dénoncer effectivement une certaine disqualification. Vous faites référence au mode de transport qu'est le numérique. Le numérique, c'est un mode de transport, essentiellement. Mais vous savez, les changements technologiques dans l'histoire de l'humanité a toujours été accompagné de périodes de crise et aussi de disqualification des modes antérieurs. Déjà, Socrate, il y a 2200 ans, par la bouche, évidemment écrit par Platon, on se plaignait de l'avènement de l'écriture, hein, qui disqualifiait la parole, et la parole d'homme, hein, déjà. Donc, parce que l'écriture est une nouvelle technologie à l'époque, comme fut l'imprimé au XVIe siècle. Et on craignait aussi qu'il y ait des dérives. Il y en a eu, bien sûr, mais c'est l'histoire aussi de notre condition humaine et qui à la fois nous rapproche de notre cœur vivant humain, mais en même temps multiplie les risques. Mais c'est ça. Il n'y a jamais de position tout à fait tranquille. C'est ça, vivre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous disiez tout à l'heure que pour éviter les dérives d'une identité nationale, oui, il fallait réintroduire une certaine identité culturelle. Une certaine identité culturelle, enfin de la culture. Une identité culturelle. D'après ce que j'ai compris, il fallait introduire un attachement à la culture. Oui, culture au sens humaniste du terme. Oui, mais dans un État multiculturel comme la France, même si dans la Constitution ce n'est pas encore reconnu, oui, comment faire pour fédérer justement les gens pour justement avoir... ne pas tomber dans ce fanatisme? Alors là... Excuse-moi, je vais juste répéter la question un peu plus fort pour ceux qui n'auraient pas entendu.
comment est-ce que dans un État multiculturel, on peut fédérer les gens pour ne pas tomber dans l'extrémisme de l'identité nationale? D'abord, comment dire, la France ne se définit pas comme un État multiculturel. Il y a une confusion à cet égard, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Sur le multiculturalisme, mais je veux dire quand même quelque chose. Le multiculturalisme, c'est un état des lieux, des différences culturelles. L'interculturel est aussi, disons, on parle du dialogue interculturel, c'est la capacité de pouvoir entendre l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et pour moi, le passage à la culture proprement parlée, c'est l'action, ce qui se passe après coup. C'est comment après cet état des lieux et cette mise, et après s'être mise à la place de l'autre, on peut comprendre mieux et donc on peut faire. C'est l'avènement proprement parlé de la culture. Pour répondre précisément à votre question, eh bien, écoutez, c'est tout le. On pense que que le fait d'accepter la diversité culturelle, ça va induire l'éclatement de la société. Je crois que, encore une fois, le droit est important, le respect des principes laïques qui fondent notamment la République française sont des clés pour éviter ces dérives. Mais il faut par ailleurs, pour autant que ça devienne aussi des dogmes, il faut qu'il y ait une reconnaissance de cette diversité qui fonde le devenir de tout un chacun. Et ce principe de reconnaissance, c'est d'ailleurs la définition qu'en donne le philosophe Charles Taylor du multiculturalisme. Donc, une politique de la reconnaissance. Alors, je crois que... Pardon ? La reconnaissance réciproque. Réciproque. Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait une réciproque. Ben oui, bien sûr, il faut qu'elle soit réciproque. C'est important, effectivement. Merci Claire Singaric de cette discussion. Oui, il faut qu'elle soit réciproque. Évidemment, mais c'est toute la question de la relation dont on parle. La culture, c'est une écologie de la relation. Mais la relation, elle va dans les deux sens. Si elle est... Le mot hôte, d'ailleurs, est le mot hôte, être l'hôte. Qui est l'hôte de qui ? Le mot hôte a cette double sens, cette double signification. Qui est l'hôte de qui ? On est hôte... Alors, c'est bien une culture haute et autre qu'il faut défendre, parce qu'on se définit toujours par rapport à l'autre. Rimbaud ne disait-il pas « le jeu est un autre ». Tout ça est accessible aussi à tout un chacun. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres réactions avant de conclure? Une dernière. Bonsoir. Une petite question. Est-ce que, selon vous, la diversité culturelle, oui, elle s'oppose à la notion d'identité nationale? Pas du tout. Elle le complète, elle le magnifie. Parce que l'identité nationale est le produit de la diversité culturelle. La France, un grand historien, le plus grand des annales, disait l'identité de la France, c'est le pays le plus diversifié en Europe. C'est le grand historien Philippe II. Il a écrit sa thèse sur la Méditerranée de Philippe II. J'oublie toujours son nom, c'est incroyable. La diversité est consubstantielle à l'identité. L'identité, il faut le prendre au sens mathématique du terme. Le principe, quand Aristote définit le principe d'identité, il le définit de façon très logique. Alors, je vais prendre une référence. Il y a pour lui le principe d'identité, et c'est ça qui va
c'est induit qu'une chose est égale à une autre, mais pour que cette chose égale à une autre, il faut qu'il y ait un principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. Ces trois notions-là vont construire tout notre édifice logique sur lequel nous appréhendons la réalité. Mais les choses ne sont pas si simples, parce que cette logique aristotélicienne qui gouverne nos relations politiques et sociales et aussi individuelles est battue en brèche par les découvertes de la physique quantique qui montre bien par exemple, qu'une particule comme la lumière peut être à la fois une particule et une onde, et que les atomes, l'infiniment petit, est quelque chose qui peut être à la fois, qu'il y a plusieurs états, vous comprenez? Alors si c'est valable pour la matière, l'infiniment petit, c'est aussi mutatis mutandis, valable pour la condition humaine. Il faut, il faut l'accepter et non pas s'en servir comme un formidable moteur. Voilà, j'ai répondu, je pense. Merci beaucoup Fulvio pour votre intervention. Je voulais aussi simplement, pour conclure, juste délivrer une petite pensée, puisque justement nous sommes le LLM Droit des Affaires, Mondes Arabes et Proche-Orient. La diversité culturelle est en danger dans le monde arabe à travers les diverses guerres qui existent et l'obscurantisme qui y sévit, mais l'obscurantisme de façon très large, soit l'obscurantisme des milices qui peuvent y exister, mais aussi l'obscurantisme de la guerre de façon générale, telle qu'elle est faite, parce que c'est aussi une guerre étatique. Et simplement donc adresser une pensée pour cette région-là qui est en train de se battre justement pour faire vivre la diversité culturelle. Tout à fait. Et en fait, le Proche-Orient, c'est le berceau de notre civilisation. Toutes nos cultures procèdent de là. Et c'est vrai que c'est comme un révélateur de toutes nos contradictions. D'où le combat que je vous invite à poursuivre à votre niveau, c'est un sens spirituel du terme, pour qu'advienne un monde plus pacifié, qui est aussi source de richesse et d'échange et de commerce au sens originel du terme. Et justement, à ce propos, tu as parlé d'éducation et d'élévation. La meilleure façon de combattre en ce sens-là, justement, et en tout cas de faire ses armes, c'est d'acquérir la connaissance de base sur cela. Et je ne peux que vous conseiller d'acquérir cette connaissance par la lecture de ce livre, qui est un formidable exercice sur la diversité culturelle. Il n'y a pas meilleur annale pour ça. Voilà. Merci à vous de votre patience. Merci. Donc vous avez les bons de commande juste là pour ceux qui voudraient. Vous avez aussi une liste d'émargement pour ceux qui voudraient suivre les actualités sur la diversité culturelle avec Fulvio Caccia. Et vous avez également les plaquettes du LLM pour ceux qui voudraient un petit peu se renseigner sur le diplôme et venir à nos prochaines conférences. Merci beaucoup de votre présence.